En novembre 2024, le docteur Alan Shore a confirmé au laboratoire Huberman quelque chose que Carl Jung avait découvert en 1935 et qui va complètement changer votre façon de comprendre cet amour que vous ne pouviez pas avoir. Si vous êtes déjà tombé amoureux de quelqu'un d'impossible, de quelqu'un hors de votre portée, de quelqu'un que vous saviez ne jamais pouvoir être vôtre, votre cerveau vient de vous révéler quelque chose sur vous, que seulement 7% de la population possède. Et Jung avait prévenu que la plupart des personnes ayant cette configuration neurologique ne découvrent jamais ce que cela signifie réellement, et vivent toute leur vie en pensant qu'elles sont brisées, alors qu'en réalité, elles sont neurologiquement différentes. Huberman a mesuré cela avec la neuroimagerie en 2023. 94 personnes, la moitié ayant rapporté des expériences d'amour impossibles intenses, l'autre moitié n'ayant jamais eu ce type d'attraction. Et ce qu'il a trouvé va vous donner la chair de poule. Les personnes du groupe Amour impossible traitaient la connexion émotionnelle dans des régions du cerveau que l'autre groupe n'activait tout simplement pas. Ce n'est pas qu'ils ressentaient plus, c'est qu'ils ressentaient différemment, structurellement différent. Laissez-moi vous parler de Sophie. Milan 2019. Sophie a 34 ans, architecte, mariée depuis 8 ans à Mathieu, un homme bon, stable, présent. Elle n'avait pas à se plaindre. La vie était équilibrée, prévisible, sûre. Et puis elle a rencontré Laurent sur un projet de restauration d'une villa historique. Laurent avait 15 ans de plus, marié depuis 20 ans, père de 2 enfants adolescents. Première rencontre, réunion technique de 40 minutes sur les fondations du XVIIe siècle. Et Sophie a ressenti quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti de sa vie. Ce n'était pas de l'attraction physique. C'était quelque chose qu'elle a décrit comme de la reconnaissance, comme si elle connaissait cette personne depuis 1000 ans, comme si chaque mot qu'il disait résonnait dans une partie d'elle qu'elle ne savait même pas exister. Au cours des 6 mois suivants, ils ont travaillé ensemble tous les mardis et jeudis. Conversations sur l'architecture qui se transformaient en conversations sur la philosophie, sur la vie, sur les peurs, sur les rêves enterrés. Ils ne se sont jamais touchés. Il n'y a jamais eu un mot de romance. Mais Sophie était complètement détruite de l'intérieur. Elle se réveillait en pensant à lui, passait la journée entière à attendre le mardi, sentait une connexion si profonde que cela semblait absurde, insensé, impossible. Et elle savait que c'était impossible. Laurent aimait sa femme. Il n'a jamais donné le moindre signe d'intérêt romantique. Et elle aimait Mathieu. Elle ne voulait pas détruire son mariage, mais l'intensité de ce qu'elle ressentait pour quelqu'un qu'elle connaissait à peine, qui ne serait jamais à elle, qui ne savait même pas ce qu'elle ressentait, la déchirait. Sophie a cherché de l'aide thérapeutique en pensant qu'elle était en train de faire une dépression. Et la thérapeute, une Jungienne formée à Zurich, a dit quelque chose qui a tout changé. Vous n'êtes pas amoureuse de Laurent. Vous êtes amoureuse d'une projection de votre soi non intégrée. Et c'est un signe que vous avez une configuration psychologique extrêmement rare. Mais il y a quelque chose de plus spécifique que Jung a découvert en 1935 et que Huberman a mesuré neurologiquement en 2023, qui explique exactement pourquoi cela vous arrive. Jung étudiait un schéma qu'il voyait répétitivement chez des patients ayant ce qu'il appelait des personnalités intuitives profondes. Des personnes hautement empathiques, sensibles, qui traitaient la connexion émotionnelle à des niveaux que la plupart des gens n'atteignaient pas. Et il a réalisé que ces personnes avaient une tendance disproportionnée à tomber amoureuses de personnes impossibles. Ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas un manque de chance, c'était un mécanisme psychologique spécifique lié à la façon dont leur inconscient fonctionnait. Jung a appelé cela la projection de l'anima ou de l'animus. L'anima est l'image inconsciente du féminin à l'intérieur de l'homme. L'animus est l'image inconsciente du masculin à l'intérieur de la femme. Mais pour Jung,
Anima et animus n'étaient pas seulement une question de genre, il s'agissait du soi non vécu, toutes les potentialités que vous n'avez pas développées, tous les aspects de vous qui ont été réprimés, niés, enterrés parce qu'ils ne correspondaient pas à votre vie consciente. Et lorsque vous rencontrez quelqu'un qui semble incarner ces aspects non vécus, vous ne voyez pas la personne réelle. Vous voyez une projection de ce que vous n'avez pas encore intégré en vous-même. Mais voici ce que Jung a découvert qui est crucial. Les personnes ayant des personnalités rares ne projettent pas sur n'importe qui. Elles projettent spécifiquement sur des personnes impossibles. Parce que l'impossible protège la projection. Laissez-moi vous expliquer. Si Sophie était tombée amoureuse d'un homme célibataire disponible et qu'ils avaient commencé une relation en 3 mois, la réalité de cet homme détruirait la projection. Elle verrait les défauts, les limitations, les incompatibilités. L'image idéalisée du soi non vécu s'effondrerait au contact de la personne réelle. Mais Laurent étant impossible, marié, inatteignable, la projection n'est jamais testée par la réalité. Elle peut rester parfaite, intouchée, et cela maintient Sophie prisonnière d'un état de désir infini pour quelque chose qui ne peut jamais être corrompu par la réalité. Jung a appelé cela la participation mystique pathologique. La participation mystique est un terme que Jung a repris à l'anthropologue Lévi-Brühl, décrivant comment, dans les sociétés tribales, les gens expérimentaient une fusion psychique avec le groupe. Sans frontière claire entre le soi et l'autre, Jung a réalisé que les personnes ayant des configurations neurologiques spécifiques conservent une capacité de participation mystique à l'âge adulte. Elles ressentent des connexions qui ne devraient pas être possibles. Elles perçoivent des choses sur les autres qui vont au-delà de ce qui a été dit ou montré. Elles expérimentent une fusion émotionnelle profonde avec des personnes qu'elles connaissent à peine. Et c'est là que Huberman entre en jeu. En 2023, il a mesuré cela neurologiquement. 94 personnes, toutes avec un QI supérieur à 120, toutes émotionnellement stables, sans traumatisme significatif. La moitié ayant rapporté des expériences d'amour impossibles, intenses. L'autre moitié n'en ayant jamais eu. Il a fait une IRMF fonctionnelle pendant qu'elle regardait des photos de personnes inconnues et lisait de brèves descriptions de leur personnalité. Et leur a demandé d'évaluer à quel point elles se sentaient connectées à chaque personne. Le groupe Amour Impossible a montré 3 différences neurologiques effrayantes. Premièrement, cortex préfrontal ventromédian, 43% plus actif. C'est la région qui traite les valeurs profondes, le sens existentiel, l'identité. Lorsque la plupart des gens évaluent s'ils se sentent connectés à quelqu'un, ils activent des régions sociales de base, traitant la sympathie, l'attraction physique, la compatibilité superficielle. Mais le groupe Amour Impossible activait la région des valeurs profondes. Il ne se demandait pas « Est-ce que j'aime cette personne ?» Il se demandait « Cette personne résonne-t-elle avec qui je suis, vraiment, au niveau le plus profond de mon être ?» Traitement complètement différent. Deuxièmement, système de récompense dopaminergique configuré différemment. La Dredre Hélène Fischer, que Huberman a interviewée en 2022, a découvert qu'il existe 4 types de personnalités basées sur des systèmes neurochimiques. Type dopamine élevé, aventurier, recherche la nouveauté, attiré par l'inconnu. Dredre Hélène Fischer a découvert que les types à forte dopamine ont 4 fois plus de chances de déclarer un amour impossible intense, parce que leur cerveau est activé spécifiquement par ce qu'ils ne peuvent pas avoir. L'impossible déclenche le système de récompense d'une manière que le disponible ne fait pas. Ce n'est pas du masochisme, c'est une configuration neurologique. Troisièmement, des neurones miroirs hyper réactifs. Les neurones miroirs sont des cellules qui s'activent lorsque vous observez quelqu'un d'autre faire quelque chose, comme si vous le faisiez vous-même. Ils sont la base de l'empathie.
Mais le groupe Amour Impossible a montré une activation des neurones miroirs 58% plus élevée que le groupe témoin lors de l'observation d'expressions émotionnelles subtiles. Ils ressentaient littéralement ce que l'autre personne ressentait avec une intensité qui n'est pas normale. Et quand vous ressentez quelqu'un avec cette profondeur, vous créez une connexion émotionnelle qui semble réelle, profonde, significative, même si l'autre personne ne ressent rien d'approchant. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionnait dans le cas de Sophie. Quand Laurent parlait de sa frustration avec un client difficile, les neurones miroirs de Sophie s'activaient comme si elle ressentait sa frustration. Quand il mentionnait en passant qu'il avait renoncé à être musicien à 25 ans pour devenir ingénieur, le cortex préfrontal ventromédian de Sophie s'allumait, traitant cela non pas comme une information fortuite, mais comme une blessure existentielle profonde qui résonnait avec ses propres renoncements. Quand il souriait de cette manière spécifique en parlant d'architecture romaine, le système dopaminergique de Sophie explosait, parce qu'inconsciemment, elle reconnaissait quelque chose qu'elle avait elle-même enterré, une passion, une vitalité qu'elle ne s'était jamais permise. Elle ne voyait pas Laurent. Elle voyait le reflet de parties non vécues d'elle-même. Et parce que Laurent était inaccessible, la projection pouvait rester intacte. S'ils étaient restés ensemble, en 2 mois, elle découvrirait qu'il était impatient, contrôlant, émotionnellement indisponible, ce qu'il était probablement. Mais étant inaccessible, il pouvait rester la personnification parfaite de l'animus de Sophie. Toutes les qualités qu'elle n'avait pas développées. Courage créatif, passion intrépide, authenticité sans compromis. Elle a projeté tout cela sur lui, et l'amour impossible permettait à cette projection de rester sacrée. Carl Jung a alerté en 1935 que c'est un signe de 2 choses. Premièrement, vous avez une configuration neurologique rare qui vous permet de ressentir des connexions que 93% de la population ne ressent pas. Deuxièmement, vous avez des aspects significatifs de votre soi qui n'ont pas été intégrés, et votre inconscient essaie de vous le montrer à travers la projection. Mais voici ce qui a changé en novembre 2024, quand le docteur Alan Shore est allé au laboratoire Huberman. Shore est le plus grand neuroscientifique de l'attachement au monde. Et il a présenté des recherches montrant que les personnes avec ce profil neurologique, si elles n'intègrent pas les projections, leur cerveau continue à chercher l'impossible indéfiniment. Et chaque fois que cela arrive, cela renforce des circuits neuronaux spécifiques qui font qu'une connexion réelle, disponible, possible, semble fade, superficielle, insuffisante. Sophie a eu 3 amours impossibles dans sa vie. À 19 ans, un professeur de 20 ans, son aîné. À 27 ans, un collègue qui habitait dans un autre pays. À 34 ans, Laurent. Et chaque fois, elle ressentait une intensité qu'elle n'avait jamais ressentie avec des hommes disponibles, y compris Mathieu, son mari, qui était gentil, présent, l'aimait profondément. Mais il n'a jamais activé cette intensité, parce qu'il était réel, et réel signifie limité, imparfait, incapable de porter la projection du soi idéal non vécu. Shore a montré des scans cérébraux de 38 personnes avec ce schéma après 18 mois de thérapie axée sur l'intégration du soi. Et les scans ont changé. Le cortex préfrontal ventromédian a commencé à s'activer non seulement avec des projections idéalisées impossibles, mais avec des caractéristiques réelles présentes chez des partenaires disponibles. Le système dopaminergique a commencé à répondre à une connexion genuine au lieu de seulement à l'inatteignable. Les neurones miroirs sont restés hyper réactifs, mais intégrés avec le cortex préfrontal dorsolatéral, permettant une empathie profonde sans fusion pathologique. Le changement neurologique est possible, mais cela demande quelque chose de spécifique.
Cela exige que vous compreniez que quand vous aimez quelqu'un d'impossible, vous n'aimez pas la personne. Vous aimez une partie de vous que vous n'avez pas encore vécue. Et la seule façon d'arrêter de chercher cela à l'extérieur est d'intégrer cela à l'intérieur. Laissez-moi vous montrer exactement comment Carl Jung et Andrew Huberman ont cartographié ce processus d'intégration. Carl Jung a développé un protocole en 1935 qu'il a testé avec 23 patients qui avaient ce schéma. Il a appelé cela le retrait de projection et l'activation de la fonction transcendante. La fonction transcendante est la capacité de l'inconscient à unir les opposés. Dans le cas de l'amour impossible, les opposés sont la version idéale non vécue de vous projeter sur l'autre et la version réelle limitée de vous que vous acceptez consciemment. La tension entre ces deux opposés crée une souffrance intense. Mais Carl Jung a découvert que si vous pouvez maintenir une conscience des deux côtés sans vous effondrer dans aucun des deux, une troisième chose émerge, une intégration, un soi plus complet. Le protocole de Carl Jung avait 4 étapes et Andrew Huberman a validé chacune neurologiquement en 2023. Étape 1. Nomination de la projection. Carl Jung demandait aux patients de lister toutes les qualités qu'ils voyaient dans la personne impossible qui les attirait. Sophie a listé passion créative intrépide, authenticité sans peur du jugement, profondeur intellectuelle, présence émotionnelle intense, courage de suivre sa vérité intérieure. Carl Jung demandait alors « Combien de ces qualités possédez-vous mais avez réprimées ?» Sophie s'est rendue compte que toutes, elle avait renoncé à étudier la philosophie pour faire de l'architecture parce que c'était plus sûr. Elle évitait d'exprimer des opinions fortes pour ne pas créer de conflits. Elle avait une passion créative qu'elle ne s'autorisait jamais parce que cela semblait impraticable. La liste était une carte de son soi non vécu. Andrew Huberman a mesuré cela. Quand les patients faisaient cet exercice de nomination et reconnaissaient que les qualités projetées étaient des leurs, l'activation du cortex préfrontal ventromédian par rapport à la personne impossible diminuait de 12% immédiatement. La projection commençait à se relâcher quand il nommait consciemment ce qui se passait réellement. Étape 2. Deuil du soi non vécu. C'est crucial. Carl Jung s'est rendu compte que l'intensité de l'amour impossible est proportionnelle à l'intensité du deuil non traité pour les vies que vous n'avez pas vécues, pour les choix que vous n'avez pas faits, pour les parties de vous que vous avez tuées pour vous intégrer. Sophie a dû faire le deuil d'avoir choisi la sécurité plutôt que la passion, d'avoir épousé quelqu'un de stable au lieu de quelqu'un qui la défiait, d'avoir construit une vie prévisible quand une partie d'elle voulait un chaos créatif. Ce deuil est douloureux. Mais Carl Jung a dit que c'est incontournable. Vous ne pouvez pas intégrer ce que vous ne regrettez pas d'abord. Shore, en 2024, a démontré que les patients qui effectuaient ce processus de deuil, en traitant consciemment la tristesse liée aux parts d'eux-mêmes non vécues, montraient une diminution de 34% de l'activation du système de récompense dopaminergique en relation avec l'inaccessible. Après 6 mois, le cerveau cessait de chercher à l'extérieur ce qui était reconnu et lamenté à l'intérieur. Étape 3. Activation expérimentale du soi non vécu. Jung ne croyait pas à la seule compréhension intellectuelle. Il exigeait de l'action. Sophie a dû commencer à vivre les qualités qu'elle projetait sur Laurent. Elle s'est inscrite à un cours de philosophie qu'elle avait abandonné 15 ans auparavant. Elle a commencé à exprimer des opinions fortes lors des réunions de travail, même avec la peur du conflit. Elle a réservé 5 heures par semaine à des projets créatifs qui n'avaient aucun but commercial, juste de la passion. Au début, cela a activé une anxiété intense parce que ces parties avaient été réprimées pour des raisons. La peur du jugement, la peur de l'échec, la peur du rejet.
Mais Jung insistait sur le fait que vous deviez ressentir la peur et agir malgré tout. Parce que chaque fois que vous agissez à partir du soi non vécu, vous le rendez vivant. Huberman a testé cela en 2023. 41 personnes ayant un schéma d'amour impossible ont participé à un protocole de 90 jours, où elles devaient faire 3 actions par semaine, qui exprimaient les qualités qu'elles projetaient. Après 90 jours, des scans ont montré une augmentation de 28% de la connectivité entre le cortex préfrontal ventromédian et le cortex moteur. Elles ne faisaient pas que penser au soi non vécu, elles étaient en train de l'incorporer, et l'intensité de la projection sur la personne inaccessible a diminué de 47% en moyenne. Étape 4. Différenciation entre projection et connexion réelle, c'est le plus subtil. Jung a averti que toute attraction n'est pas une projection. Parfois, vous êtes réellement en résonance avec quelqu'un. La différence réside dans 3 signes. Premièrement, une intensité disproportionnée par rapport à la connaissance réelle de la personne. Si vous avez rencontré quelqu'un 3 fois et que vous ressentez une intensité qui semble durer depuis des années, c'est une projection. Deuxièmement, la personne semble parfaite, sans défaut significatif. Si vous ne parvenez pas à avoir d'imperfection claire, vous voyez une projection, pas une personne réelle. Troisièmement, vous avez l'impression que seule cette personne peut vous compléter. S'il y a un sentiment que sans cette personne, vous resterez à jamais incomplet, c'est une projection du soi non intégrée. Une connexion réelle est différente. Vous voyez la personne avec ses défauts. Et vous êtes en résonance malgré tout. L'intensité croît graduellement, avec une connaissance réelle, et non pas une explosion immédiate. Vous sentez que cette personne ajoute à votre vie, mais vous savez que vous êtes complet sans elle. Shore, en 2024, a montré qu'après 12 à 18 mois d'intégration du soi non vécu, grâce aux 3 premières étapes, les patients ont commencé à rapporter. Ils pouvaient différencier la projection d'une connexion réelle pour la première fois, et 73% d'entre eux ont noué des relations avec des personnes disponibles, qu'ils ont décrites comme profondément satisfaisantes, une chose qu'ils pensaient impossible auparavant. Sophie a suivi ce protocole pendant 14 mois. Au cours des 4 premiers mois, l'intensité envers Laurent n'a fait qu'augmenter, parce qu'elle commençait à intégrer les parties non vécues. Et cela attisait encore plus la projection. Mais entre le 4e et le 8e mois, quelque chose a changé. Elle a commencé à ressentir une passion créative dans sa propre vie. Elle a commencé à s'exprimer authentiquement, sans crainte. Et Laurent a commencé à paraître plus petit, non pas parce qu'elle avait cessé de l'apprécier, mais parce qu'elle a réalisé que ce qu'elle voyait en lui était elle. Elle projetait sur lui des qualités qu'elle vivait désormais. Et quand vous vivez ce que vous projetez, la projection perd de sa force. Au 10e mois, Sophie a réalisé quelque chose qui l'a choquée. Laurent était émotionnellement superficiel. Dans les conversations profondes qu'elle appréciait tant, il ne faisait que répéter des idées qu'il avait lues sans profondeur réelle. La présence émotionnelle intense qu'elle ressentait était la sienne, reflétée en retour. Il était un bon miroir. Mais lui-même n'avait pas la profondeur qu'elle imaginait. La personne réelle, Laurent, était un ingénieur compétent, un peu narcissique, émotionnellement sur la défensive, qui aimait discuter d'idées, mais n'était pas capable d'une véritable vulnérabilité émotionnelle. Elle avait projeté sur lui un idéal qu'il n'a jamais été, et pour la première fois, elle a regardé Mathieu, son mari, avec des yeux différents. Mathieu n'avait pas le charisme intellectuel qu'elle projetait sur Laurent, mais il avait quelque chose que Laurent n'aurait jamais. La capacité d'une intimité réelle, quand Sophie a commencé à s'exprimer de manière plus authentique, plus passionnée, plus vraie. Mathieu n'a pas eu peur. Il s'est rapproché. Il voulait connaître cette version d'elle. Et pour la première fois en 8 ans de mariage,
Sophie a ressenti une connexion réelle avec l'homme qui avait toujours été là. Pas l'intensité délirante de la projection, mais quelque chose de plus solide, une connexion basée sur ce qu'ils étaient réellement et non sur ce qu'elle imaginait qu'elle avait besoin. Jung a averti en 1937 que les personnes ayant cette configuration neurologique ont un destin psychologique spécifique. Elles sont appelées à intégrer des opposés auxquels la plupart des gens ne sont jamais confrontés. La passion et la stabilité, l'idéalisme et la réalité. Le soi non vécu et le soi vécu, et l'amour impossible est le messager de l'inconscient qui dit « Vous avez des parties non intégrées, et tant que vous ne les aurez pas intégrées, vous chercherez à l'extérieur, ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. » Mais il y a quelque chose que Huberman a découvert en 2023, que Jung n'a jamais su, et qui change complètement la façon dont vous devriez aborder ce schéma. Huberman a découvert que cette configuration neurologique, des neurones miroirs hyper réactifs, un cortex préfrontal, ventromédian traitant des valeurs profondes, un système dopaminergique activé par l'impossible, n'est pas un défaut. C'est un avantage évolutif qui a été sélectionné au cours de millions d'années, et vous ne le vivez comme une souffrance, que lorsque vous ne comprenez pas à quoi il sert. Il a fait venir l'anthropologue évolutionniste, Dr Joseph Henrich, en 2024, pour en discuter. Henrich étudie comment différentes configurations neurologiques ont contribué à la survie des groupes humains, et il a présenté une théorie qui se connecte directement à ce que Jung observait. Dans les groupes tribaux de 150 personnes, vous aviez besoin que 93% de la population soit pragmatique, axée sur la survie immédiate, des connexions sociales prévisibles, la stabilité. Mais vous aviez également besoin que 7% de la population soit différente, des visionnaires, des personnes qui ressentaient des connexions, qui n'étaient pas visibles, qui traitaient un sens profond, là où d'autres ne voyaient que la surface, qui étaient activées par ce qui n'existait pas encore, par l'impossible, par le potentiel non réalisé. Ces personnes étaient les chamans, les artistes, les prophètes. Ils ne servaient pas à chasser et à cueillir. Ils servaient à ressentir ce que le groupe ne ressentait pas, à voir ce que le groupe ne voyait pas, à imaginer ce que le groupe ne parvenait pas à imaginer, et la configuration neurologique qui faisait que quelqu'un tombait amoureux de personnes impossibles, et la même configuration qui rendait quelqu'un capable de ressentir le sacré, de se connecter à l'invisible, de traiter des couches de réalité auxquelles la plupart n'avaient pas accès. Henrich a dit quelque chose qui m'a donné la chair de poule. Ces personnes se sont toujours senties à part, parce qu'elles traitent l'information à un niveau que le groupe ne peut pas atteindre. Mais le groupe avait besoin d'elles. Elles avaient un rôle. Le problème, c'est que dans la société moderne, nous avons perdu ce rôle. Alors les personnes avec cette configuration cherchent à s'intégrer dans des structures qui n'ont pas été faites pour elles. Des mariages conventionnels, des emplois prévisibles, des vies sûres. Et là, l'inconscient se rebelle à travers l'amour inaccessible, parce que l'amour inaccessible est la façon dont l'inconscient dit « Tu ne devrais pas vivre une vie commune, tu as une configuration neurologique rare qui a besoin d'une expression rare. » Cela explique pourquoi Sophie et des millions de personnes comme elle ressentent une intensité écrasante pour quelqu'un d'impossible, tandis que le partenaire disponible, stable, sûr, semble fade. Ce n'est pas parce que le partenaire stable est inférieur, c'est parce que sa configuration neurologique n'a pas été faite pour la stabilité commune. Elle a été faite pour quelque chose de plus, et tant qu'elle n'aura pas découvert ce qu'est ce quelque chose de plus et commencé à le vivre, l'inconscient continuera de projeter sur des personnes impossibles. La configuration neurologique rare ne disparaît pas, mais elle cesse d'être une souffrance et devient un super pouvoir. Quand on comprend à quoi elle sert,
Vous n'avez pas été fait pour une vie commune. Vous avez été fait pour traiter des couches de réalité que la plupart ne traitent pas, pour ressentir des connexions que la plupart ne ressentent pas, pour vivre une profondeur que la plupart évitent, mais vous devez vivre ça. Si vous essayez de réprimer cette configuration et de vous conformer à une vie qui ne comporte pas qui vous êtes, l'inconscient va se rebeller à travers des projections de plus en plus intenses, sur des personnes de plus en plus impossibles. Carl Jung appelait cela l'appel à l'individuation. L'individuation, ce n'est pas devenir spécial, c'est devenir qui vous êtes réellement, en intégrant toutes les parties qui ont été réprimées, niées, projetées. Et pour les personnes avec cette configuration neurologique, l'amour inaccessible est souvent le premier signe que le processus d'individuation essaie de commencer. Alors, si vous avez déjà aimé quelqu'un d'impossible avec une intensité qui semblait insensée, cela ne signifie pas que vous êtes brisé. Cela signifie que vous avez une configuration neurologique présente chez seulement 7% de la population. Une configuration qui a été sélectionnée évolutivement parce que les groupes humains avaient besoin de personnes capables de sentir l'invisible, traiter le profond, imaginer l'impossible. Vous êtes neurologiquement différents, eux. Et la seule question est, allez-vous continuer à essayer de vous intégrer dans une vie qui n'a pas été faite pour vous, pendant que l'inconscient se rebelle à travers des projections? Ou allez-vous écouter le messager, intégrer le soi non vécu et commencer à vivre la vie rare que votre configuration neurologique demande? Et voici ce que Jung alertait en 1952, un an avant de mourir. Si vous avez cette configuration neurologique et que vous n'intégrez pas le soi non vécu, vous allez passer votre vie à chercher chez les autres ce qui ne peut être trouvé qu'en vous. Et chaque projection impossible va vous briser un peu plus. Pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous utilisez un mécanisme évolutif puissant de la mauvaise façon. Vous avez été fait pour sentir profond, traiter des couches, vivre intensément. Mais vous devez vivre ça, pas projeter ça. Avant de conclure, j'ai besoin de vous demander quelque chose. Si cette vidéo vous a touché, si vous avez reconnu votre schéma ici, si vous avez réalisé que votre amour inaccessible ne concernait pas l'autre personne, mais des parties non vécues de vous-même, je veux vous inviter à faire quelque chose qui va paraître petit, mais qui est neurologiquement significatif. Utilisez la fonction Super Thanks ici en bas. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de ce que ce geste fait dans votre cerveau quand vous donnez de la valeur à une connaissance qui vous libère. Au lieu de vous maintenir prisonnier, vous activez le cortex préfrontal ventromédian, traitant des valeurs profondes. Vous entraînez votre cerveau à reconnaître ce qui compte vraiment. Et c'est le premier pas neurologique pour sortir du schéma de projection et entrer dans le schéma d'intégration. Cette chaîne existe pour faire une seule chose: prendre les révélations que Jung a découvertes entre 1913 et 1961 et montrer comment le laboratoire Huberman et les neuroscientifiques contemporains valident tout, avec la neuroimagerie, des études contrôlées, des protocoles testables. Jung a vu à travers l'analyse de milliers de patients. Huberman a mesuré avec l'IRMF les TEP scans, des études longitudinales. Et quand vous combinez les deux, vous avez une carte de l'inconscient qui est à la fois profonde et scientifiquement solide. Chaque Super Thanks finance directement la recherche de la prochaine vidéo. Je passe 40 à 60 heures par vidéo à lire des articles, croiser des concepts jungiens avec la neurobiologie, distillant cela en quelque chose que vous puissiez appliquer. Et quand vous soutenez ce travail, vous n'aidez pas seulement la chaîne, vous vous identifiez comme quelqu'un qui valorise la vérité profonde au détriment du confort superficiel. Vous devenez un allié de la révélation, au lieu d'une victime de la projection. Alors, si cette vidéo valait le coup,
si elle a clarifié quelque chose qui était confus, si elle vous a donné un protocole pour intégrer ce qui était projeté, cliquez sur Super Thanks, n'importe quelle valeur. C'est le geste neurologique qui compte, pas le montant financier. Et inscrivez-vous à la chaîne, parce que dans les prochaines vidéos, je vais cartographier d'autres schémas que Jung a découverts et que Huberman a mesurés. Comment le réveil spirituel peut tuer votre motivation? Pourquoi les empathes attirent les narcissiques? Ce qui se passe quand vous confrontez l'ombre, des protocoles neurologiques pour chaque étape de l'individuation. Ce n'est pas du contenu de divertissement. C'est une carte du territoire psychologique dans laquelle la plupart des gens n'entrent jamais. Mais vous êtes entrés parce que vous avez la configuration neurologique rare. Et maintenant, vous avez le choix. Continuez à projeter ou commencez à intégrer et laissez un commentaire. Mais pas un commentaire générique. Je veux que vous écriviez un MOT, projetant, si vous êtes encore dans le schéma de chercher à l'extérieur ce qui est à l'intérieur, intégrant, si vous avez déjà commencé le processus d'incorporation du soi non vécu, ou réveillé, si cette vidéo a été le moment où vous avez réalisé ce qui se passait vraiment. Ces commentaires me montrent où se situe l'audience dans le processus et m'aident à calibrer les prochaines vidéos pour l'étape spécifique dont vous avez besoin. Jung a dit en 1934 quelque chose qui n'a jamais quitté ma tête. Le privilège d'une vie entière est de devenir qui vous êtes réellement. Mais pour les personnes avec une configuration neurologique rare, ce n'est pas un privilège, c'est une nécessité. Parce que si vous essayez de vivre une vie commune avec un cerveau inhabituel, vous allez souffrir de façon que vous ne comprenez pas. L'amour inaccessible n'est que le messager. Le message est « vous devez intégrer le soi non vécu » et commencer à vivre la vie rare pour laquelle vous avez été neurologiquement conçu. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes rare et maintenant, vous savez quoi faire avec ça.